Bonsoir, je salue les quelques 550 participants inscrits à ce cercle des managers de l'immobilier. On va parler ce soir, et dans une période particulière, on vient de connaître le budget du logement, enfin le budget de la nation dans son entièreté, et en particulier le post-logement. On va parler d'une question qui, lorsqu'on regarde les chiffres qui attestent des difficultés à se loger des ménages, sujet sans doute le plus important, et qui n'est pas traité complètement quand on lit le projet de budget, c'est l'investissement locatif dans l'ancien, dans l'existant. Voilà, je le précise, ça n'empêchera pas nos débatteurs d'évoquer la question du neuf, mais on parle de l'ancien. Comment peut-on relancer cet investissement? Les chiffres sont mauvais, il a fondu de moitié en quelques 2 ans et demi. Et dans le même temps, on voit que les files d'attente devant les agences immobilières s'allongent pour obtenir un logement, qu'on soit étudiant, qu'on soit travailleur en mobilité, qu'on soit salarié d'une manière générale, et à une période où l'accession à la propriété a reculé, notamment sous l'effet du coût du crédit, accès plus difficile. Il y a en plus un report. Voilà, donc c'est un sujet brûlant, on a vraiment voulu le traiter. Je remercie, ils vont apparaître à l'écran, et je ne vais pas dire grand-chose d'eux, je vous renvoie aux biographies du site du Cercle des managers. Je salue d'abord, allez, dans l'ordre, Anaïg Lemeur. Elle est députée du Finistère, elle est l'auteur d'un rapport récemment rendu au gouvernement sur la réforme de la fiscalité de l'investissement locatif. Bref, elle est la femme de la situation et l'élu de la situation. Bonsoir Madame la députée. Bonsoir. Je salue à ta suite, voilà, je tutoie Madame la députée, je le dis, et ne vous en étonnez pas, il n'y aura pas de complaisance pour autant, hein, l'animateur que je suis ne sera pas complaisant. Jean-Paul Boudignon, il est auprès de nous ce soir pour parler d'assurance immobilière, il en est un spécialiste, à tel point qu'il enseigne dans des écoles respectables, notamment l'école supérieure de l'immobilier, l'école de la FNAIM, mais aussi l'Institut du management des services immobiliers que je connais bien. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir, bonsoir. Très heureux. Je salue notre spécialiste d'assurance. Alors, il est aujourd'hui la figure d'un mécanisme de sécurisation, il nous en dira deux mots, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup parmi vous, le dispositif Visal, il est le directeur général de l'APAGL, l'association qui pilote Visal, Jérôme Drunat. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci beaucoup, Jérôme. Et enfin, parler d'investissement, c'est parler aussi des moyens qui peuvent être donnés aux investisseurs pour devenir investisseurs. C'est parler de financement, parler de crédit. On a avec nous une spécialiste de ce sujet-là, Karine Papeau. Bonsoir. Merci Karine, elle est chargée de développement à la centrale de financement, qui est l'un des leaders du conseil du financement pour les particuliers. Merci beaucoup. Un mot d'accueil de notre président, Benjamin Darmouni, et ensuite la parole sera donnée à Anaïg Lemeur. Merci Henri, bonsoir à tous. Comme Henri l'a dit, en 2 ans, le pourcentage du nombre de lots achetés par des investisseurs particuliers a diminué de moitié, de 20% à 10%. Mais si on analyse un petit peu plus les chiffres et qu'on regarde les volumes de chaque année, on se rend compte que cette baisse en réalité est de 65%. Parce que si on se rapporte à 2022, il y avait 220 000 lots achetés par des investisseurs particuliers, contre cette année, on devrait atterrir à 80 000. Nous connaissons donc une crise qu'on voit historique, avec sur le marché locatif un décalage qui grandit de jour en jour entre l'offre et la demande. Et nous, en tant que professionnels, on a alerté les pouvoirs publics parce que quand on reçoit pour un studio 300 dossiers de candidature, on tire la sonnette d'alarme et on dit mais il faut trouver absolument une solution. Qu'est-ce qu'elle entraîne cette situation? Elle entraîne une forte demande de logements sociaux et on va rappeler encore une fois qu'il y a aujourd'hui en cours, il y a 2,7 millions de dossiers pour obtenir des logements sociaux. C'est un chiffre astronomique. Et nous, en tant que professionnels, on voit pas de solution.
à court terme en tout cas. C'est pour ça qu'on a demandé à plusieurs reprises à quand le statut du bailleur privé pour permettre de relancer le secteur de l'investissement immobilier et effectivement peut-être donner des avantages fiscaux à ces bailleurs privés, mais en leur demandant aussi des efforts sur les loyers qu'ils pourraient proposer. En tout cas, voilà la situation. Moi, je remercie tous nos intervenants et en particulier Madame la députée d'être là ce soir puisque elle est au cœur de ces débats et donc j'espère que ce soir on aura des solutions. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, on va se tourner effectivement vers Anaïg Lemeur. À plus d'un titre. Anaïg, tu es députée, tu es appelée, ça y est, ça a commencé à regarder le projet de loi de finances initiale pour 2025, c'est-à-dire la règle du jeu financière et fiscale, hein, avec laquelle on va tous vivre, qu'on soit investisseur, qu'on soit professionnel de la gestion, par exemple. Et puis, tu avais reçu, mais il y a déjà longtemps, tu vas peut-être nous rappeler les échéances, la commande d'un rapport avec l'une d'ailleurs de tes collègues qui est passée au gouvernement, mais un rapport sur l'idée de réformer la fiscalité de l'investissement locatif privé. Donc, une réflexion de fond. Aujourd'hui, un projet de loi de finances dans lequel il y a des choses que tu vas nous rappeler. Il n'y a pas beaucoup de choses. Voilà, donc vers quoi va-t-on là à court terme? Qu'est-ce qui est souhaitable? Est-ce que ce projet de loi peut évoluer grâce à vous, grâce aux parlementaires, qui vont peut-être faire droit à ce que disait Benjamin Darmouni, c'est-à-dire un statut fiscal spécifique? Voilà, tu as la parole et je précise que tu devras nous quitter, allez, on va dire dans une demi-heure et on va être confraternels. Tu présides le jury des trophées de la Fédération des ascenseurs et on va respecter nos amis ascensoristes qui nous sont chers. On te libérera à temps. Voilà. Bon, je te remercie, effectivement. Je vais devoir vous quitter assez vite. Alors, pour rappeler un peu la genèse, en fait, des travaux que j'ai pu mener, donc, on avait initialement fait un rapport sur les moyens de faire baisser le prix du logement, parce que la crise étant là, il y avait le constat, mais il fallait savoir, en fait, quelles étaient les origines multiples de la crise. Donc, maintenant, ils sont connus, tout le monde les connaît, tout le monde les partage. Et suite à ça, il y a eu plusieurs notions qui sont ressorties, notamment liées à l'usage des biens. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des biens qui nous échappaient pour de la location à l'année, notamment parce qu'elles étaient plutôt tournées vers de la location de courte durée. Je cite souvent ce chiffre. En fait, en 2014, nous avions 80 000 logements de courte durée, quand en 2024, on compte 1,2 million de logements. Donc, c'est autant de logements qui sont plus mis à disposition pour des locataires, pour des étudiants, pour des familles, pour se loger. Et donc, cette fuite, entre guillemets, du logement pour un usage nouveau nous avait interpellés. Donc, c'est pour ça qu'à la suite, effectivement, on a fait une proposition de loi. Dans notre proposition de loi, nous avions effectivement mis des mesures fiscales, ce qui n'est pas courant parce que nous, en tant que parlementaires, on n'a pas les moyens de faire des études d'impact. Et donc, on avait fait, entre guillemets, à minima, c'est-à-dire en s'intéressant uniquement aux abattements forfaitaires et pas allant chercher sur l'ensemble des statuts, notamment au niveau du réel. Et Madame Borne m'a confié ce rapport parce que ce que je lui expliquais, c'est que d'un raisonnement en l'état n'apportait pas de solution réelle en fait à cette crise. C'est-à-dire qu'il fallait peut-être penser autrement le logement à long terme et donc définir plutôt, pardon, deux modes de réflexion, non plus raisonner en nu et meublé, comme c'est l'état actuel, mais raisonner plus en courte et longue durée. Donc, en sachant que nous, on fait de la politique, donc on cherche à avoir un objet politique. Ce n'est pas une question d'investissement en soi, mais d'orienter plus des investisseurs sur de la location à l'année, ce qui était pas évident en vue du statut fiscal actuel, parce qu'il était bien moins avantageux quand on investit notamment dans du nu. Je parle uniquement du nu. Je sais très bien que dans le meublé, on a aussi du longue durée, mais quand on est uniquement dans le statut nu, c'était bien moins avantageux que ça soit même au réel ou en forfaitaire. Donc voilà, en fait, l'origine des travaux et l'objectif était aussi d'avoir du logement abordable. Donc c'était aussi de trouver un moyen pour inciter justement les investisseurs à se tourner vers des logements qui étaient conditionnés
à des critères sociaux, ce qui était le cas antérieurement. Hein. Antérieurement, il y a toujours eu des dispositifs qui étaient conditionnés, mais là, avec la diminution des dispositifs, notamment Pinel, il fallait trouver une solution pour raisonner autrement. Donc voilà, effectivement, ce rapport a été remis. Donc avec, vous l'avez vu au niveau du projet de loi de finances notamment, une des mesures qui a été retenue, et ce que je déplore, c'est qu'elle a été retenue de façon isolée, c'est-à-dire qu'on a retenu uniquement la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value, donc qui est en fait une mesure qui a une visée plutôt anti-spéculation, c'est-à-dire pour éviter, pour permettre une détention du bien plus longue si on ne veut pas payer de plus-value, plutôt que d'avoir une rotation des biens à viser un investissement plus fréquente. Mais elle n'amène pas, il n'y a pas de proposition pour l'instant qui amène en fait un bonus fiscal sur l'investisseur qui irait sur du nu à l'année. Donc, c'est ce que je peux déplorer de mon côté, c'est que d'un côté, on a une question on va avoir une mesure qui va être un peu plus péjorative, moins disante, entre guillemets, mais d'autre côté, on n'a pas fait la bascule vers quelque chose que l'on voulait porter, qui était d'orienter en fait les investisseurs vers un produit qui apporte toujours une rentabilité, mais qui apporte surtout d'un point de vue sociétal à l'ensemble de nos citoyens. Donc, il y avait vraiment cette volonté. Et il y avait la question qui m'est souvent posée, donc je vais l'éluder tout de suite, aussi la question du coût des LMNP pour les résidences gérées. Moi, d'emblée dans mon rapport, j'ai dit que les résidences gérées avaient une vocation sociétale, et pour moi, elles n'étaient pas concernées par mon rapport parce qu'elles méritaient d'avoir un dispositif particulier. Voilà, donc du coup, effectivement, dans les mesures qui seront prises à venir, j'espère qu'on pourra distinguer justement les résidences gérées qui ont une autre vocation, et c'est pour cela que j'ai demandé une mission auprès de la Commission des affaires économiques sur les résidences gérées pour compléter un petit peu le chemin, mais aussi auprès de la ministre, si jamais je ne l'ai pas au niveau de la Commission. J'ai demandé ce midi à la ministre Valérie Létard de pouvoir mener cette mission pour pouvoir continuer à avoir un modèle qui nous permette d'investir de façon à loger des gens à l'année. Voilà à peu près au niveau des travaux où est-ce qu'on en est. Donc sur les travaux, je précise aussi qu'en parallèle, j'ai toujours ma proposition de loi qui n'avait pas terminé d'être étudiée. Donc la proposition de loi a été relative notamment à la location de courte durée pour harmoniser. Alors il y a plusieurs outils pour les maires, etc. Mais là, on va parler plus de fiscalité. Donc pour harmoniser la fiscalité, pour la rendre plus équitable. Et là, du coup, la proposition de loi devrait dès demain, je pense, trouver date. Donc demain, normalement, on devrait avoir la date pour l'examen final, donc en commission mixte paritaire. Donc voilà à peu près pour déterminer l'ensemble des travaux et pour que vous ayez un peu la vision de ce que moi, je vise en fait. Alors j'ai fait une évaluation du statut de bailleur comme il me l'avait été présenté par les professionnels. Je l'ai mis dans le rapport, donc c'est l'une des propositions du rapport. Maintenant, elle a été budgétée quand même par les services à 3 milliards d'euros par an. Donc du coup, ça peut être contestable comme chiffre, hein, parce qu'on peut jouer sur le taux d'amortissement, etc. Mais vu le contexte actuel, il m'est difficile de penser que c'est une proposition qui puisse passer à date. Maintenant, moi, il me fallait la mettre parce qu'elle répondait à une demande, à la lettre de mission qui m'a été confiée. Donc, c'est pas quelque chose qui est enterré, terminé, mais c'est quelque chose qu'on ne pourra pas, je pense, dans ce budget-là, je le dis clairement, considérer. Je le dis de façon très franche. C'est pas moi qui vais décider, mais voilà, c'est effectivement une reconsidération de l'ensemble de la notion d'amortissement en fait qui nous posait problème, avec aussi que des hypothèses et pas forcément on n'avait pas forcément de certitude sur les masses, les déplacements de masse. Combien de personnes vont passer d'un régime forfaitaire à un régime réel? C'était difficilement estimable pour nous, mais j'entends que ça pourrait être un énorme booster pour la profession, pour continuer à rassurer les investisseurs à pouvoir toujours investir. Donc, il faut utiliser tous les leviers, mais dans un contexte budgétaire qui est très contraint actuellement. Alors, merci beaucoup de ta franchise, ta clarté aussi. Quelques questions pour te conduire à préciser ou à approfondir. Sur le dernier sujet, alors effectivement, je commence par là, on pourra discuter des 3 milliards, l'idée étant quand même dans l'esprit de la profession, enfin, notamment j'ai en tête le rapport du Conseil national de l'habitat sur ce sujet, par exemple, de mettre à bas toutes les niches existantes qui ont un coût,
y compris le dispositif de Normandie, puisqu'on parle d'ancien, et bien sûr de le remplacer. Donc, face au coût, il y aurait aussi l'effacement d'un certain nombre de coûts actuels. Bon. Mais très bien, tu as la franchise de dire qu'aujourd'hui, tu ne sens pas le contexte favorable. Je reviens sur les locations meublées non professionnelles et sur les locations de courte durée, on va dire Airbnb pour simplifier, mais c'est une marque qu'elle ne se sente pas stigmatisée, c'est pas le sujet. Ben, elle est leader, c'est une marque leader. Dans la proposition de loi, je précise d'ailleurs, tu vas nous le dire, qu'elle ne va pas recommencer au début. Elle est arrivée en bout de parcours législatif. L'Assemblée et le Sénat étaient en train de se mettre d'accord. On reprendrait à ce stade-là la lecture? Oui, effectivement, elle a eu donc les deux votes ont été effectués dans les deux chambres, ont été en procédure accélérée. Donc du coup, c'est un vote Assemblée et un vote Sénat uniquement. Et donc on est aux commissions mixtes paritaires. Donc avec quelques points de détail entre guillemets. Je peux pas tout vous dire parce qu'on va être en négociation. Donc Bien sûr, on est bien sûr. en négociation. Mais la volonté des deux chambres est d'y parvenir. Donc du D'accord. coup, effectivement, on va arriver. Alors moi, j'espère trouver une niche. Alors, je suis très optimiste toujours, hein, même avant le budget. Donc on saura demain normalement parce que il y a eu voilà, il y a eu une réunion interministérielle qui a confirmé qu'elle sera inscrite. Donc on aura certainement la date demain d'inscription D'accord. et qui permettra effectivement de mieux préciser certaines modalités. Par exemple, pour donner un exemple. Les gîtes ruraux que nous, on avait distingués dans notre proposition de loi, la distinction n'a pas été reprise au Sénat parce que les gîtes ruraux n'ont pas de définition, en fait. Donc, il faut d'abord qu'on ait un décret, mais nous, on voudrait le mettre et en faire référence au décret à venir. Voilà. Ne pas le faire, ça serait dommage parce qu'on se retrouverait à devoir repasser par la loi. Donc, Deux choses sur cette proposition de loi. La question des abattements. Hein, tu parlais d'équité fiscale. Vous aviez souhaité, toi et les co-signataires, une équité fiscale. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un abattement pour les locations, on va dire, classiques de 30%. Les meublés type Airbnb bénéficiaient d'abattements de 50, voire 70% pour les meublés classés. On irait vers une harmonisation qui serait à 30, qui serait à 40. Ton souhait, on n'est pas encore à la conclusion, mais... Alors, mon idéal, mais du coup, on n'est plus dans les mêmes démarches. Ce serait d'harmoniser l'ensemble. L'idéal, au départ, on était parti à se dire, 40, 40, 40 avait été une proposition qu'on avait fait par amendement l'année dernière. Maintenant, on sent que on est plus dans une notion, voilà, on va aller vers du 50-30, 50 pour le nu, on va dire, 30 pour le meublé. Et est-ce qu'on met un bonus? La question est là pour le classer. C'est toujours la question de est-ce qu'on aligne le classé à 50? Donc, ça serait une question qu'on va se reposer certainement en commission mixte paritaire, sachant que les sénateurs ont été plus durs que nous, en fait. Hein. Ils ont réaligné à 30 tout le monde. Donc, c'est une question qu'on voudrait nous rehausser au moins le nu. C'est au moins cette Très notion-là. important. Très important, là on est au cœur du sujet. Il y avait la question aussi des obligations de mise aux normes énergétiques, de vertu énergétique, qui pèsent, on le sait, sur les logements locatifs nus. C'est un grand sujet pour la profession. Est-ce qu'on va tenir les échéances ou pas? Bon, je crois que tu étais partisane de dire il faut là aussi que les obligations pèsent sur la location meublée de courte durée. Alors, comme je dis souvent, de façon un peu nature, on n'est pas là pour emmerder les Français. Hein, c'est pour reprendre une phrase, on n'est pas là pour ça. Seulement, en fait, on avait fait le constat que des gens qui avaient des biens en location et qui ne voulaient pas faire les rénovations énergétiques, en fait, décalaient leurs biens vers de la location de courte durée. Comme ça, c'était une stratégie d'évitement et donc de mettre tout le monde aux mêmes réglementations, à la même réglementation, aux mêmes obligations. C'était pour contrer en fait cette stratégie d'évitement. Maintenant, on a porté le souhait et je pense que ça sera pris en compte par les ministres, notamment à l'avenir, c'est qu'il y a des réaménagements à faire, évidemment, sur les obligations de DPE dans le délai contraint. C'est-à-dire que c'est pas forcément changer le délai, mais réaménager ce qui est à l'intérieur. Donc, il y a quand même une volonté de pragmatisme et de réalisme qui est que tout n'est pas faisable partout, notamment dans certaines copropriétés qui sont fortement dégradées. Elles sont souvent aussi tenues par des gens qui ont peu de moyens.
Donc, du coup, c'est une nécessité que de les accompagner, peut-être améliorer l'accompagnement justement de ces propriétaires pour les inciter à arriver à terme vers de la rénovation. Mais c'est un objet parce que derrière, quand on parle de rénovation énergétique, on parle bien sûr du coût que ça représente pour le propriétaire, mais un bien qui n'est pas à niveau énergétique, c'est aussi un coût pour le locataire Bien sûr. qui se rajoute au prix du loyer. Donc, même si on dit qu'on fait un loyer abordable, si derrière le coût énergétique est fort, on va se retrouver à mettre aussi des locataires en difficulté. Donc, c'est tout un ensemble à considérer, outre la nécessité aussi écologique, bien sûr, que nous portons tous. Mais voilà, il y a une forme de réalisme total, et ça, on peut plutôt en être heureux, parce qu'on n'avait pas de solution immédiate, mais on voit bien qu'effectivement, il y a des difficultés face à nous. Deux questions encore. Il y en a une qui m'est inspirée par le chat. Hein. Je vous précise pour ceux qui ne sont pas des habitués que moi, je reçois des questions. C'est moi qui les reçois. Et puis, elles m'aident à relancer nos débatteurs. Tu allais en parler tout à l'heure. Dans la proposition de loi, il y avait aussi des dispositions qui concernaient les maires et leur pouvoir de régulation de ces locations meublées de courte durée. Un petit mot là-dessus, si tu le veux bien. Oui, c'est une proposition de loi en fait qui est issue des territoires. Faut être clair, c'est à la demande des maires qu'on a agi notamment sur cette deuxième grosse partie qui est ce qu'on appelle nous la boîte à outils, parce qu'en fait ils se retrouvaient face à des recours et des procédures multiples, donc notamment pour pouvoir réguler. Avant, seules les communes de plus de 200 000 habitants avaient capacité à réguler, les autres pouvaient le faire par dérogation préfectorale. Donc nous, notre pensée était que tous peuvent agir, donc déjà permettre à tous les maires de pouvoir agir sur son territoire, et surtout par anticipation, ne pas attendre que le territoire se définisse comme tendu pour pouvoir le faire. Parce qu'une fois que, moi je suis kiné, une fois que le patient il est quasi mourant, c'est pas à ce moment-là qu'on va lui donner un Doliprane, quoi. Donc il y a un moment, c'est d'actualité le Doliprane, c'est pour ça. Oui, c'est pas de la pub, c'est pas de la pub. Non, non, mais voilà. Mais c'était en fait de permettre notamment que les maires connaissent notamment les projets d'installation entreprises industrielles sur leur territoire en amont, donc qu'ils puissent anticiper dans leur volonté de prévoir en fait du logement pour leurs salariés. Donc effectivement, on a possibilité pour que les maires maintenant vont pouvoir tous déjà donner un numéro d'identification pour les biens. Ça, c'est une mesure qui est européenne qui nous permettra derrière de mieux connaître le parc et de mieux en connaître l'usage. Oui. Donc ça, c'est une première étape. Deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le changement d'usage. Donc quand les gens veulent changer d'usage, c'est-à-dire passer à une activité type location de courte durée, ils vont en faire la demande au maire. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important parce qu'il va pouvoir justement mieux savoir la quantité de location en fait qui est sur sa ville. Et derrière, il pourra aussi y mettre des quotas. Donc, des quotas qui définira effectivement soit comme par quartier, comme l'a fait Saint-Malo, soit sur la quantité, sur la ville totale. Au-delà de ça, on a mis une mesure qui était un petit peu novatrice. On a mis aussi des obligations, une servitude de résidence principale dans le PLU, donc dans le plan d'urbanisme. On définit en fait la destination du bien, mais pas forcément l'usage. Et donc là, on pouvait mettre en fait un usage, c'est-à-dire qu'on déterminait que c'était du logement à vocation de location à l'année. Alors, bien évidemment, le plus aisé, c'est bien sûr la location à critère social, parce que c'est le plus facile pour le déterminer, et ça demande moins de contrôle peut-être que de la location à usage privé sans critères sociaux. Mais c'était important pour les maires de pouvoir le définir. On l'a mis pour les communes où il y avait déjà une tension par rapport à la résidence secondaire. C'est les communes qui avaient plus de 20% de résidences secondaires sur leur territoire déjà, Oui. qui auront cette possibilité. Après, nous, c'est une boîte à outils. On ne dit pas aux gens, prenez tout, prenez rien. Les gens font ce qu'ils veulent. Des territoires comme les stations thermales, par exemple, on leur dit pas, du jour au lendemain, il faut réguler. C'est eux qui font le choix ou pas de réguler. On n'oblige personne à le faire. J'entends bien que les stations thermales, elles ont besoin aussi du tourisme pour vivre. Bon. Il faut qu'elles assument aussi de ne pas avoir de logement pour leurs saisonniers qui travaillent aussi dans leur station l'été. Ouais. Lionel Cos, l'un de tes collègues spécialistes de logement aussi, parle souvent de Dax, hein, qui est une grande station thermale, et du besoin qu'il y a dans sa région, dans les Landes. Alors, une dernière question, ensuite, Benjamin veut réagir aussi. Tu peux nous repréciser ce qui concerne les loueurs en meublé non professionnels, la question des amortissements. Aujourd'hui,
ce fonctionnement qui était réclamé pour les locations nues. Il y a d'ailleurs un rapport, une proposition des notaires notamment, qui est de dire on étend le régime LMNP à la location meublée, à la location non meublée. Voilà, bon, à la location nue. Là, on touche au statut du LMNP en faisant que le calcul de la plus-value est différent. C'est ça, je me trompe pas? Alors, pour expliquer, dans le nu, il n'y a pas de capacité d'amortir le bâti. On Tout à amortit fait. les charges, mais on n'amortit pas le bâti. Dans la location meublée professionnelle, donc ce qui est un autre statut, eux, ils amortissent le bâti, mais par contre, au moment de la cession ou de la vente, ils réintègrent les amortissements au calcul de la plus-value. Oui, Dans le régime LMNP, ils amortissent donc au cours de l'exploitation et au moment du calcul de la plus-value, ils n'intégraient pas les amortissements. c'est exact. Donc, où ils ne payaient pas de plus-value quasiment à la fin. Donc, du coup, c'était une sorte d'anomalie. C'est comme ça qu'on l'a défini dans le rapport, parce que c'est pas commun, en fait, même dans un exercice professionnel classique, ce n'est pas commun. Je suis d'accord, c'est un exercice non professionnel, je l'entends, mais c'était pas quelque chose de classique. Donc, du coup, on a voulu l'intégrer pour une raison notamment d'augmenter la durée de détention du bien. C'est-à-dire que les gens qui avaient déjà amorti, qui se retrouvaient à céder le bien et ne réintégraient pas les amortissements, ne payaient pas de plus-value, et derrière, refaisaient un achat derrière à la suite. Donc, c'était en fait un enchaînement d'investissements C'est qui clair. a été plutôt spéculatif. On n'est pas contre la spéculation, mais vu la situation de crise actuelle, on préfère quand même qu'il y ait des investisseurs, mais avec une stabilité qui permette à chacun, voilà, de se projeter. Donc, c'était une question d'équité par rapport aux deux autres statuts qui encadrent, c'est-à-dire le LMP et la location nue. Mais elle n'a de valeur, c'est pas une taxe supplémentaire en cours d'exploitation. Ça ne changerait rien, ils continueront à exploiter. C'est simplement au moment de la revente, de la cession, Parfait. que là, ils vont être effectivement avec une taxation qui sera différenciée. Mais s'ils la maintiennent plus de 20 ans, voilà, ils n'auront pas de taxes supplémentaires. D'accord. Alors, Benjamin, sachant que je regarde la montre et qu'il reste, allez, 4-5 Ouais. minutes à la députée, avec une question courte et la réponse la plus longue possible. Très vite, juste au niveau de l'amortissement, on aurait préféré plutôt que le retirer au meublé, l'accorder au nu. Bon, pour la valeur du bien, bon, voilà, c'est juste une boutade. Juste un point concernant le DPE, la lettre G. J'entends dans votre discours que vous devez l'aménager. Donc, j'entends un discours qui serait que finalement, ce ne sera pas un décalage et ça ne va pas nous permettre d'avoir une bouffée d'oxygène pour tous nos clients qui sont en G, parce qu'il y en a beaucoup qui vont se voir privés de leur revenu locatif demain. J'aimerais attirer votre attention sur un problème parisien, qui est que les petites surfaces, malgré la modification qu'on a faite récemment sur les DPE, on est toujours en G. Et je vous assure, Madame la députée, j'ai isolé, j'ai changé le chauffage. Le diagnostiqueur m'a dit, la seule solution, Monsieur Darmouni, c'est que vous retirez le chauffage. Et à ce moment-là, vu qu'il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus de DPE. Et dans ce cas-là, vous n'avez plus de problème. Mais je vous assure que essayez, non, c'est encore une fois, Une fiction. Ironique, mais on cherche des solutions pour ces surfaces de moins de 15 mètres carrés, que ce soit les derniers étages d'immeubles haussmanniens ou les rez-de-chaussée. Et vraiment, on n'en a pas, malgré la bonne volonté. Voilà. Ouais, j'en suis consciente, hein, effectivement, parce que ça, on l'a remonté justement, le haut d'immeuble et le bas d'immeuble, c'est là, effectivement, où les diagnostics sont les plus mauvais. Et je pense qu'on est encore en phase de discussion, hein, je le dis clairement, parce que on voit bien qu'on est dans une impasse, notamment sur ces G, et que l'échéance arrive très vite. Donc, on va pas y arriver comme ça. Enfin, il y a un moment où il y a une prise de conscience collective quand même si c'est vrai qu'on a voulu un peu montrer les muscles à un moment pour pousser à améliorer, mais on voit bien que ça passe pas. Avec la plus grande volonté du monde, il y a certains appartements qui ne passeront jamais en fait sur un meilleur diagnostic. Donc, je pense qu'on est tous réalistes là-dessus. Je ne sais pas quelles mesures vont être mises en place. Maintenant, voilà. C'est notre capacité aussi. Je crois que Lionel Cos travaille beaucoup plus dessus que moi sur justement cette rénovation énergétique, et je crois qu'il a fait des propositions d'amendement, mais je m'avance pas pour lui. Donc
mais il y a une prise de conscience collective, voilà, du fait aussi du manque de personnel qu'on s'est retrouvé aussi pour faire la rénovation, parce qu'il y a eu aussi une crise derrière dans le bâtiment pour pouvoir justement gérer ces nécessités de rénover. Ça va, voyez, au-delà même du diagnostic. Donc, avec la plus grande volonté du monde, tout le monde n'a pas pu actionner le fait et d'améliorer pour autant, même si je crois que la solution soit d'enlever le radiateur, parce que Bon, même si on assiste à un réchauffement climatique, je pense qu'on gardera l'utilité des radiateurs. Alors, cela dit, et Anaïk, tu étais face à la ministre, que ce soit au congrès de l'UNIS, que ce soit dans des entretiens privés, elle a rencontré aussi le président d'AFNAIM, la ministre du Logement et de la Rénovation urbaine témoigne de son pragmatisme et effectivement, elle cherche des solutions. Elle se dit à l'écoute, elle cherche des solutions. Donc, je pense qu'on n'est pas au bout de l'exercice, hein, pour être clair. Je voudrais te remercier au nom aussi des participants, parce que j'ai des messages très, plein de gratitude pour la clarté de ton propos. On va continuer le débat. On te laisse aller vers la fédération. Oui, je suis désolée. Hein. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci. Merci. Et à très vite. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, je dis avec plaisir, Anaïk Lemeur fait partie des parlementaires très engagés sur ces sujets et très à l'écoute des professionnels. Voilà. Alors, on va continuer avec Karine Papeau. On a parlé de fiscalité, statut, ça c'est vraiment le travail, le ressort du législateur. Les conditions économiques de l'investissement, on a entendu des propos réalistes, il y a eu des évolutions plutôt négatives. Est-ce qu'on aura, elle le regrettait elle-même, des choses plus favorables, plus incitatives pour les locations nues de longue durée? Rendez-vous fin décembre, il y a presque 3 mois de travail avec le Parlement sur la loi de finances. Mais il y a d'autres freins qui ont été évoqués ces dernières années. Il y en a un qui est apparu lorsque se sont exprimés les critères du Haut Conseil de stabilité financière avec de nouvelles règles du jeu pour prêter aux investisseurs. Alors, Karine, tu es une spécialiste de financement. Clairement, les critères du HCSF ont modifié la prise en compte, mais je le dis sans être un spécialiste, tu vas le préciser, la prise en compte des revenus locatifs futurs qui jusqu'alors étaient pris en considération à hauteur de 60 ou 70%. Et stricto sensu, on dit aujourd'hui à un investisseur, les revenus futurs, ils sont futurs. Et aujourd'hui, on regarde vos revenus du travail, notamment, pour vous prêter éventuellement. Alors, où en est ce sujet-là? Est-ce qu'il y a un regard différent des banques? Il y a la fameuse enveloppe discrétionnaire sur laquelle les banques sont libres ou plus libres. Voilà, le point sur comment on finance aujourd'hui un investisseur privé qui veut acheter un logement dans l'ancien et le mettre en location. Alors Henri, effectivement, on a vu cette discussion. Aujourd'hui, on prend les revenus à venir des investisseurs, on les prend. C'est vrai qu'il y a 2 types d'investisseurs. Nous, on est plus amenés à financer des investisseurs particuliers à petite échelle. On n'est pas sur du marchand de biens, bien qu'on en fasse dans une cellule spécifique. Mais on constate effectivement, quand il y a eu la réforme du HCSF, alors après le Covid, les nouvelles réformes, ensuite le taux d'usure, en 2020, pour une actualisation en septembre 2021, et on a commencé à très bien le sentir en 2022, le mode de calcul d'endettement des investisseurs a été modifié. Le mode de calcul classique, c'est pour tout investisseur, je prends mon loyer de 500 €, j'ai 300 € d'échéance de crédit, tout va bien, j'ai 200 € de cash flow. J'essaie de le faire un peu simple, hein. Ça, c'est notre mode de calcul en disant, pourquoi je peux pas investir? De toute manière, je gagne 200 € tous les mois, tout va bien. Le mode de calcul s'appelait différentiel. Oui. Aujourd'hui, personne n'en parle. Personne n'en parle et on peut aller même plus loin, même en banque, ils s'en souviennent pas. On leur parle en banque, hein. C'est-à-dire que nous, on est vraiment spécialisés sur le prêt. Aujourd'hui, on prend un mode de calcul qu'on appelle en cumulé, c'est-à-dire qu'on va prendre vos revenus locatifs, j'apporte une précision, pondérée à 70%, 80, 90 dans certaines banques, mais on pondère à 70% parce qu'on considère qu'il y a des charges, qu'il y a des impôts fonciers. La banque ne va considérer que 70% du revenu locatif, charges comprises. Du revenu futur. Du revenu futur. Il n'y a que quelques banques
On va y venir rapidement parce qu'on parlait de DPE et en fait, tout rentre, tout se croise finalement. C'est vraiment transversal. Donc, on prend quand même les revenus locatifs en compte. On les prend bien sûr à venir, sur estimation qui vaut quelque chose. Donc, pour revenir à ce fait, nous, on a divisé par deux nos financements. Entre 2020 et 2021, on est passé d'environ, sur 2021, de 4000 dossiers locatifs financés, on est passé à 2002. Oui. Sur 2022, 2023. Sans parler de 2024, où là, c'est pas fameux quand même, pour l'année en cours. On est déjà à la fin. Donc, ce mode de calcul a nettement pénalisé les investisseurs, puisque maintenant, on cumule, on prend vos revenus locatifs à venir, les investisseurs, on les ajoute à vos revenus de salaire, et là, on va prendre uniquement 33% d'endettement ou 35%, assurance comprise. C'est-à-dire on va prendre un exemple simple, un investisseur qui a 60 000 euros de revenus nets, il est déjà propriétaire de sa résidence principale. Aujourd'hui, s'il fait un investissement locatif, on va le prendre, on calcule en différentiel, on est à 28% d'endettement. On est très bien. Avec le nouveau calcul du HCSF depuis 2021, on passe à 44% d'endettement, 40%. Et on peut pas le financer. Donc, il y a 4 ans, il avait fait ses preuves, cet investisseur, il a acheté sa résidence principale, il paye correctement sa résidence, tout se passe très bien, et il économise, il épargne tout de même. Donc, il y a 4-5 ans, il était bon. Aujourd'hui, il ne l'est plus. On le finance plus. On comprend pas vraiment pourquoi. C'est contre-productif parce que on le voit de toute façon aujourd'hui investir pour sa retraite aussi, pour capitaliser. Dans 20 ans, on va voir le sujet. Si on ne change pas à nouveau ce mode de calcul, on pourrait imaginer plusieurs solutions. Pondérer les revenus locatifs à 50% au lieu de 70% et remettre en place le calcul en différentiel. Et par-dessus tout ça, on ajoute les diagnostics de performance énergétique qui sont devenus finalement des outils commerciaux. Ils ont mis un peu de temps à le devenir, mais ça devient un outil commercial tant sur le marché de la transaction, où maintenant, le marché, les prix de vente se sont quand même régulés compte tenu de la hausse des taux. Ils ont mis du temps à baisser. Aujourd'hui, ça commence à matcher, mais ça devient un outil commercial en banque. C'est-à-dire quand vous achetez un bien en tant qu'investisseur et que vous avez des fonds propres et que vous voulez investir, soit en LMNP, soit en nom propre, peu importe, eh bien, en banque, on rencontre le sujet où vous êtes diagnostiqué G ou F, soit on vous majore le taux, soit on vous demande un apport qui va être de 10 ou 15% en plus des frais annexes. Ça devient très compliqué. C'est-à-dire qu'au lieu de vous encourager à rénover, à investir dans du G et dans du F, parce qu'il faut les remettre sur le marché, ces biens-là, quand même les redonner au marché locatif, c'est une punition. Donc, le système punitif fonctionne, incitatif et un peu punitif fonctionne, mais force est de constater qu'on l'applique aussi dans le sens des financements et que c'est un gros frein aujourd'hui. D'accord. Alors, je ne sais pas si j'ai été assez claire, mais on prend en compte les revenus à venir. Ah, il y a une ou deux, j'ajoute quand même quelque chose, là où tu as raison, Henri, c'est qu'il y a effectivement des banques, on ne les citera pas, qui ne comptent pas du tout vos revenus locatifs à venir si vous êtes diagnostiqué F ou G. D'accord. Même si vous faites des travaux, même si vous certifiez faire des travaux. D'accord. Alors, c'est très clair. Donc, il y a deux sujets, mais on sent qu'ils sont interconnectés. Sur la question de la prise en compte des revenus et on va dire de l'équation que va écrire la banque pour l'investisseur et pour lui dire oui ou lui dire non. Un mot sur cette enveloppe discrétionnaire. Est-ce qu'une banque, souvent les investisseurs sont des bons clients, des anciens clients, ils ont une épargne à côté, ils sont bien cotés, on va dire, ils sont bien regardés par la banque. Est-ce que pour certains, dans l'enveloppe discrétionnaire de 20%, dans laquelle il doit y avoir de l'accession à la propriété, mais il peut y avoir de l'investissement, on peut faire craquer les critères et dire, bon, ben, moi, je fais à l'ancienne et je considère que vous avez le différentiel, par exemple, de 200 euros, si on reprend ton exemple. Alors, c'est une vraie question. Il y a peu c'est très rare qu'on approfondisse à ce point-là. Ce qui a été mis en phase on supprime le calcul en différentiel, c'est une vraie perte, en tout cas pour le marché de l'investissement et du financement de la rénovation énergétique. En face, on a mis, mais par contre, on va mettre à disposition des banques une enveloppe de 20% des biens financés pourront dépasser le 35% d'endettement et on ne reposera que sur le reste à vivre, ce qui est plutôt pertinent, en certains cas en tout cas. Dans ces 20% de dépassement où on peut vous financer à 37, 38, 40, 42% de taux d'endettement, vous avez droit à 80% sauf erreur pour de la résidence principale et 20% pour du locatif. C'est ça. Mais cette enveloppe est tellement à discrétion que personne n'a les chiffres. En D'accord. temps réel.
On ne sait pas vraiment si c'est renouvelé tous les mois ou si c'est par semestre ou trimestre. En tout cas, on peut entendre que certaines banques aussi explosent complètement l'enveloppe. Évidemment, elles vont la réserver à leur clientèle pour ne pas les perdre et qu'elles partent pas à la concurrence. Pour autant, ça ne sera pas un mode de calcul en différentiel, Henri. D'accord, Ça, ils ont des amendes ou ils ont très des clair. sanctions. Voilà. Très clair. On a quelques banques qui ont continué à le faire, on le sait, à discrétion pour leurs clients, ou c'était le client de la banque, mais ils le font vraiment à la marge. Je reviens sur la question des DPE. Est-ce que tu dirais que la situation que tu décris, qui est quelque chose d'inquiétant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde l'investisseur en passoire énergétique, F ou G, ce sont des centaines de milliers de biens en France, avec suspicion, alors que il peut contribuer à améliorer ces biens, à les faire repasser dans la vertu énergétique, et on va plutôt soit leur dire non, soit les pénaliser en termes de taux, soit effectivement exiger d'eux des choses qu'ils vont avoir du mal à satisfaire. Est-ce qu'il peut y avoir une évolution des banques de ce point de vue-là? Est-ce que tu en vois certaines, en tant que courtier, qui regardent différemment ce sujet-là, parce que il va bien falloir accompagner cette transition énergétique et notamment du parc locatif? Aujourd'hui, pas encore, et à mon grand regret, parce que au-delà du fait de financer, il y a aussi des enjeux, il y a des objectifs qui sont lourds, qui sont très importants. 700 000 rénovations par an, qui vont passer peut-être à 900. Enfin, je vois difficilement. On a 4,8 millions de passoires thermiques aujourd'hui sur le parc immobilier. Je parle aussi du parc social. Non, je vois pas quelque chose qui va changer. Je ne sais pas si on peut en parler là, mais on voit bien que par contre, certaines banques, ah oui, tiens, les caisses de garantie calculent en différentiel par contre. La plus grosse caisse, Crédit Logement, elle calcule en différentiel. C'est-à-dire que pour eux, un dossier qui passe ne passera pas en banque. Et si la caisse de garantie dit oui, la banque suit, sauf que c'est la banque qui regarde d'abord le calcul avant de l'envoyer en caisse de garantie. Donc en fait, on tourne en rond. Malgré qu'il y ait une caution garantie qui accepterait de financer telle qu'elle. On ne voit pas d'évolution aujourd'hui. On voit surtout que certaines banques ont bien prévu de financer des passoires énergétiques en F ou en G, parce qu'elles sont pas contre, et qu'elles s'en serviraient, pourquoi pas, de vivier aujourd'hui pour réinterroger ces biens dans leur portefeuille qui ne sont pas d'une classe énergétique de belle vertu, pour leur proposer des financements de prêts personnels de travaux, Voilà. hors bilan et pas dans le bilan, puisque quand ce sont des prêts personnels, c'est ce qu'on appelle familièrement les prêts conso, des prêts travaux, des prêts auto, des prêts trésorerie. Là, ce serait des prêts travaux non affectés. La réglementation bancaire nous permet d'aller au-delà de 35% dans le cadre de ces financements. Très intéressant. Ce qui permet aux banques de financer, voilà, elles financent du prêt perso, mais elles vont retravailler ce fichier. Fabuleux, hein? Sauf qu'aujourd'hui, au lieu d'encourager et d'inciter des investisseurs qui ont vraiment des fonds propres, on le voit vraiment depuis 3-4 ans, il y a des fonds propres, on ne sait pas quoi en faire, on leur dit simplement, là on le voit moins, hein, ils ont bien compris, vous êtes surendetté en fait, monsieur. Comment je suis surendetté? Vous êtes surendetté. D'accord, très On voit clair. pas vraiment il n'y a pas d'avancement prévu, enfin, pas à ma connaissance. Parfait. Merci beaucoup. On va revenir vers toi après. Il y aura des questions. J'en ai reçu aussi. On va parler d'assurance avec Jérôme Brunat, Garantie Visal, et avec Jean-Paul Boudignon à sa suite. Il faut un dernier. Jean-Paul, ce sera toi, mais voilà. Jérôme, un mot sur la garantie Visal. On a toujours besoin de didactique, hein. Donc tu vas le faire volontiers, même si je suis sûr que les 550 personnes qui nous écoutent connaissent par cœur Visal. Ça s'adresse à qui? Quel est le mécanisme? Et des chiffres clés pour qu'on connaisse bien le taux de couverture, le taux de pénétration de cette garantie dans le parc locatif privé. Parce que je rappelle qu'un frein au développement de l'investissement locatif, c'est évidemment la crainte du risque. Le risque majeur associé à l'investissement, c'est l'impayé de loyer, voilà, hein, ou le retard de paiement, et en général d'ailleurs les dégradations qui peuvent y être associées. Donc voilà, donc là on est en train de parler de remède et de réassurance de l'investisseur. Parlons de Visal, Jérôme.
Oui, alors peut-être avant de commencer, pourquoi il y a un enjeu à relancer l'investissement dans le parc locatif privé. Il y a un enjeu bien évidemment patrimonial et financier, mais il y a un enjeu aussi sociétal parce que ce parc est avant tout un parc avec un enjeu sociétal important. Je vais rappeler trois chiffres. En fait, 72% des jeunes de moins de 25 ans sont locataires du parc locatif privé. Donc c'est un parc de la décohabitation. Donc ça, il y a un enjeu en fait sociétal important. Deuxième chiffre, 38% des ménages logés dans le parc locatif privé ont des ressources inférieures au PLAI, donc ils pourraient être logés dans le parc social. Donc on voit bien que si demain on ne fait rien sur l'investissement dans le parc locatif privé, ben, où on va mettre ces gens-là, où ces gens-là en fait vont se loger, et ça représente 2,6 millions de ménages, donc c'est pas négligeable. Oui, si on vient rallonger les 2,7 millions de Bah demandeurs. ouais, il viendrait rallonger les 2, Ah, donc ça poserait certainement un problème. ouais. Et puis, troisième chiffre, en fait, c'est le parc de la mobilité. Bon, alors, on estime environ à 1,5 million, alors ça dépend des années, ça dépend du taux de rotation, 1,5 million d'entrants par an dans le parc locatif privé versus 420 000 à 450 000 dans le parc social. Donc en fait, ces trois éléments en fait montrent l'importance sociétale de ce parc et donc montrent l'importance en fait d'avoir des politiques publiques qui viennent favoriser l'investissement locatif, l'investissement en fait dans ce parc privé. Et ces trois raisons sont aussi la genèse en fait du pourquoi en fait les partenaires sociaux d'Action Logement. Alors donc Visal c'est Action Logement, hein, c'est l'action 1% logement. Alors pourquoi les partenaires sociaux en fait se sont intéressés à ce parc? Parce que effectivement ça touche les jeunes, ça touche des salariés. Et c'est le parc de la mobilité, donc mobilité professionnelle et donc mobilité résidentielle. Enfin voilà, je voulais juste rappeler ces quelques chiffres parce que c'est pas qu'une question financière, c'est une question aussi sociétale. Oui. Alors Visal, en fait, Visal aujourd'hui, oui. Alors Visal, alors ça date depuis 2016, hein, donc c'est une garantie gratuite qui va couvrir en fait les impayés de loyer, dégradations locatives dans le parc locatif privé, qui est ouvert à tous les jeunes de moins de 30 ans. Quel que soit en fait qu'ils aient des contrats de travail, pas de contrat de travail. Alors les seules conditions qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas qu'ils aient un taux d'effort, donc un rapport loyer sur ressources supérieur à 50%. Et quand ils ont des revenus salariaux, des revenus de transfert, en fait, ils peuvent pas avoir des loyers supérieurs à 1 500 € en Ile-de-France et 1 300 € hors Ile-de-France. Et quand ils sont étudiants, c'est 800 € en Ile-de-France et 600 € hors Ile-de-France. Ça, c'est la plus grande part de la population, puisque 92% des bénéficiaires de visage ont moins de 30 ans. Et puis, il y a aussi les plus de 30 ans. Alors, on le sait moins, mais il y a aussi les plus de 30 ans avec des critères plus spécifiques, en fait, liés aux enjeux sociétaux des partenaires sociaux d'Action Logement, qui sont, en fait, des salariés en double mobilité, qui changent d'emploi et de logement, puisqu'on veut faciliter, en fait, la mobilité professionnelle. On a également les gens qui gagnent moins de 1 500 € net par mois, depuis 30 ans, peuvent bénéficier de Visal. Et on a aussi mutation professionnelle et tous ceux qui ont signé un bail mobilité. Et ça, c'est uniquement pour des salariés du secteur privé ou du secteur agricole. On ne prend pas de fonctionnaires dans les plus de 30 ans. Donc, on voit que c'est quand même assez large parce que, comme je disais, en fait, c'est un parc jeune, hein, le parc locatif privé. Et donc, on voit qu'en fait, la population éligible est quand même assez large. On estime aujourd'hui, on a signé 1,5 million de contrats depuis 2016. On en a fait 319 000 en 2023. On pense en faire 376 000 en 2024. Donc, on voit que c'est pas, voilà, il y a une forte progression, hein. On fait plus 13% au premier semestre 2024. Et on estime notre taux de pénétration autour de 22% à 23%, hein, ce qui est quand même une très belle performance, hein, parce que ça n'existe que depuis 2016, hein, et donc en très peu de temps, en fait, on a réussi quand même à rentrer dans les habitudes en fait des bailleurs, parce que l'objectif en fait de Visal, c'est d'inciter les bailleurs à sélectionner des gens qu'ils n'auraient pas sélectionnés habituellement. C'est-à-dire en fait habituellement un bailleur, enfin je le fais un peu court, mais il va sélectionner principalement, il va sélectionner des gens qui ont des contrats de travail à durée indéterminée, puis qui ont des taux d'effort à 33%. Donc là, l'objectif, justement, c'est de dire, ben voilà, vous avez un candidat locataire, il n'a pas ces deux caractéristiques, mais grâce à Visal, vous allez pouvoir en fait le considérer, et à ce moment-là, vous allez pouvoir voir s'il correspond à votre, entre guillemets, image de ce qu'est un bon locataire. Et on voit qu'on a fait des études, hein, ça améliore les visites. Par exemple, voilà, ceux qui ont des Visal en fait ont amélioré leur capacité à faire des visites, donc c'est déjà une première étape. Et surtout, en fait, 76% des bailleurs usagers en fait ont modifié leurs critères de sélection, c'est-à-dire qu'ils ont modifié ces deux critères, contrat de travail et taux d'effort, grâce à Visal. Donc voilà. Alors c'est très clair. On parle toujours de passeport Visal? Alors oui, le principe, c'est en fait
le candidat, le demandeur le demandeur de logement, en fait, il va sur le site visal.fr, il va avoir, en fait, on va contrôler son éligibilité, il va avoir un visa, voilà, et qu'il va mettre dans son dossier de location. Et après, il va visiter les logements qu'il veut, avec les bailleurs qu'il veut. Et une fois qu'il a trouvé un bailleur et un logement, si le bailleur accepte le Visal, à ce moment-là, il viendra sur le site visal.fr et il aura une caution dématérialisée en quelques clics pour pouvoir s'assurer contre les impayés de loyer et les dégradations locatives. Les 22%, on va dire le petit quart que tu évoquais tout à l'heure, c'est sur le stock ou sur le flux? C'est-à-dire c'est sur les... Non, c'est sur le flux, c'est sur le flux. Hein, ouais, donc le 1,5 million, on va dire Ouais, alors enfin, ça dépend. Enfin, le taux de rotation ayant baissé, on est plutôt à 1,4 million, 1,5 million, alors qu'avant on était plutôt à 1,8 million. D'accord, voilà, donc c'est un petit quart de ces volumes-là de location nouvelle chaque année. Hein. Absolument. D'accord, c'est clair. Est-ce que les administrateurs de biens, il y en a beaucoup qui nous écoutent, puisqu'ils ont envie d'avoir plus d'investisseurs dans leur portefeuille, est-ce qu'ils jouent le jeu de Visal ou pas? Alors, on en parlera tout à l'heure avec Jean-Paul qui représente les couvertures privées, on va dire, à 100%. Visal est paritaire. Hein. Voilà, est-ce que ils sont des incitateurs à recourir à Visal? C'est-à-dire, est-ce qu'ils disent aux propriétaires, écoutez, notamment, on a des candidats avec un passeport, ils sont très bien, et on peut même, nous, inciter un locataire à aller chercher son passeport parce qu'autrement, son dossier ne sera pas bien regardé. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, déjà, leur fédération, la FNAIM, l'UNIS, joue le jeu, puisqu'on a signé des partenariats avec la FNAIM et l'UNIS, et ils sont en fait porteurs en fait de ce dispositif. Alors, je rappelle que le dispositif Visal n'est pas concurrentiel au dispositif de la GLI, c'est des dispositifs qui sont complémentaires. Et donc, ils peuvent très bien en fait être mobilisés par les administrateurs de biens, en particulier en substitution à la caution personne physique, où on sait que la caution personne physique, en fait, est certaine aujourd'hui, à mon avis, est peut-être moins sûre que la caution Visal en termes de capacité de payer et de capacité à répondre, en fait, aux exigences à la fois de l'administrateur de biens, mais également du propriétaire bailleur. Donc déjà, les fédérations, oui, ils jouent au jeu. Ensuite, oui, aujourd'hui, on a un peu plus de 10 000 administrateurs de biens qui ont déjà au moins une fois utilisé Visal. Alors, on peut dire que le verre est à moitié plein, à moitié vide. Alors, effectivement, ça ne représente pas obligatoirement ce qu'ils font sur le marché. Généralement, les chiffres qui circulent, c'est on considère qu'une location sur deux passe par un administrateur de biens, donc c'est le flux, et à peu près 30 à 35% en fait du stock est géré par les administrateurs de biens. Donc aujourd'hui, c'est pas le cas dans Visal. On n'a pas une location, on n'a pas un Visal sur deux qui passe par un administrateur de biens. Donc on voit bien qu'on pourrait améliorer. Mais l'amélioration, en fait, demande aussi un changement de comportement. Donc, on peut aussi comprendre que c'est long, qu'il faut que, en fait, les administrateurs de biens aussi s'accaparent le dispositif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que le dispositif, il est accaparé par un certain nombre d'administrateurs de biens, aussi bien en zone tendue qu'en zone détendue. De toute façon, on pourrait penser qu'en zone tendue, pourquoi aller chercher du Visal alors que j'ai le choix des locataires et donc je choisis le meilleur locataire pour pouvoir, en fait, répondre à mon client qui est le propriétaire. Non, on voit aussi qu'en zone tendue, en fait, on mobilise Visal et les administrateurs du bien le mobilisent. Donc, est-ce qu'ils jouent le jeu? Je ne pourrais pas te répondre oui de manière stricte, mais on voit que ça progresse, que ça évolue et que c'est de plus en plus le cas. Et moi, surtout, je leur dis attention, la caution personne physique, c'est pas l'alpha et l'oméga des systèmes de sécurisation à côté de la GLI. On va faire s'exprimer Jean-Paul tout à l'heure sur le sujet. Je crois qu'il a une religion, comme on dit. Une question qui est posée dans le chat, mais elle me serait venue. La sinistralité de Visal aujourd'hui, est-ce que, notamment, c'est la grande question que peuvent se poser les propriétaires, est-ce qu'elle pourrait compromettre un jour la vie de Visal, parce que le rapport sinistre-prime, on va dire, c'est pas le bon terme, mais voilà. Hein, oui, c'est gratuit, là, il n'y a pas de prime. C'est gratuit, bon. Mais en tout cas, les grands équilibres, on va dire. Hein, il y a bien de l'argent qui est mis par les entreprises et puis en face, il y a des risques de sinistres. Est-ce que c'est équilibré et est-ce que tout va bien? Est-ce que ça se dégrade? On est dans une période économique extrêmement compliquée. Et une deuxième question, comme ça je n'oublierai pas. Il y avait eu la volonté exprimée par Emmanuel Macron d'étendre encore Visal. Tu nous as décrit les cibles, elles sont larges déjà. Mais l'idée était que finalement tout le monde puisse aller chercher son visa ou son passeport. Voilà, donc deux questions, sinistralité et périmètre à venir.
Alors, la sinistralité est conforme à nos attentes. Alors, c'est toujours compliqué de parler de sinistralité parce que, bien évidemment, on sélectionne pas les risques de la même manière que les assureurs et on sélectionne parler de la sinistralité moyenne en France n'a pas de sens parce que c'est tellement divers que généralement le chiffre qui circule, c'est 3%, autour de 3% de sinistralité moyenne en France, mais bon, on y met tout et n'importe quoi. En tout cas, non, aujourd'hui, la sinistralité qu'on constate est celle qu'on avait anticipée et donc les moyens de financement mis par Action Logement, parce que je rappelle que le financement ne provient uniquement que par l'APEC, donc par Action Logement. L'État ne finance pas le dispositif. Hein. Donc aujourd'hui, le modèle économique a été construit de manière à absorber cette sinistralité. Donc il n'y a pas de crainte à avoir et on constate pas de modification de la structure de la sinistralité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des variations, mais la structure de ces sinistrés, en fait, on compare les générations de contrats les unes avec les autres, et ben on a la même structure depuis le début du dispositif, et donc en fait, il n'y a pas même si effectivement depuis le début du dispositif, il y a eu le Covid, il y a eu un certain nombre de crises qui auraient pu impacter ça, mais en fait non, on constate qu'en fin de compte, a priori, les bénéficiaires de Visale priorisent le paiement de leur logement avant de certainement payer autre chose quand ils sont dans des situations un peu compliquées. Alors intéressant, c'est ce qu'on appelle l'aléa moral. On Ouais. l'avait imaginé quand on avait parlé de garantie universelle, logement, 2014, Cécile Duflot, on avait imaginé que quelqu'un qui sait qu'il est garanti cesse de payer son loyer. C'est pas ce qui se passe. Alors, c'est pas ce qui se passe dans le système Visale. Alors, Oui, ça va me permettre de faire la transition avec ta dernière question. Avec Jean-Paul. Parce que en fait, les partenaires sociaux sont très attachés à ce qu'on appelle, enfin, alors, on pourrait appeler ça ciblage social ou discrimination positive. En fait, on est très attaché en fait à justement être dans ce que j'évoquais, c'est-à-dire permettre à des gens qui répondent pas aux critères habituels de remonter dans la file d'attente en fait des locataires et de leur donner la même chance que les autres d'avoir un logement. Généraliser Visale poserait en fait différentes questions, je pense. Elle poserait une question de financement. Oui. Qui irait financer ça? Les partenaires sociaux n'auraient pas la capacité financière en fait à avoir un dispositif complètement généralisé à payer. Mais également, en fait, pour moi, ça poserait également une question de déplacement de la discrimination. C'est-à-dire, en fait, que tout le monde aurait la même garantie et donc on irait chercher d'autres critères discriminatoires pour sélectionner des locataires. Si tout le monde avance dans la file, c'est la même file. Eh ben, c'est la même file, et donc si on est dans la même file, on continue quand même à sélectionner. Et le bailleur sélectionne, ce qui est normal, qui est légitime, j'ai pas de souci sur sa question, mais donc il irait certainement sélectionner sur d'autres critères qui seraient peut-être beaucoup plus difficiles à maîtriser. Tout à fait, très clair, parfait. Alors, Jean-Paul, et ensuite on reviendra vers Karine, j'ai des sujets liés d'ailleurs à ces assurances. Jean-Paul, même question de base. Aujourd'hui, ces dispositifs, il y en a plusieurs, il y a des garanties, il y a des assurances. Si tu as envie de nous expliquer la différence entre les deux, tu pourras. Mais globalement, quel est leur taux de pénétration? C'est-à-dire quelle est la part du parc locatif privé, 6,5 millions de logements, je rappelle, qui est couverte par ces garanties? Est-ce que les administrateurs de biens, même question, la distribuent, c'est-à-dire incitent les propriétaires à y souscrire? Un point sur le sujet. Et après, sauf si tu nous dis que 100% du parc est couvert, je te demanderai quelles sont les raisons du taux que tu vas nous annoncer. Est-ce qu'il y a des freins? Est-ce qu'il y a des réticences? Et comment on peut accélérer les choses et rassurer davantage les bailleurs? Alors, en ce qui concerne le taux d'équipement, c'est difficile de trouver des chiffres incontestables. Néanmoins, on peut dire que chez les professionnels de l'immobilier, le taux d'équipement se situe aux alentours de 40%. 40%. C'est-à-dire que 40% des bailleurs ont une garantie, avec des disparités dans les cabinets assez importantes. Il y a des cabinets d'administration où le taux d'équipement est supérieur à 50, 60%, même plus, et des cabinets où le taux d'équipement est assez faible. Donc, chez les professionnels de l'immobilier, le taux d'équipement se situe aux alentours de 40%. Pour bien comprendre, c'était rappelé par Jérôme tout à l'heure, les administrateurs du bien gèrent à peu près un tiers du parc locatif privé. Oui. 40% de ce tiers est couvert par un dispositif. Serait couvert par un dispositif, D'accord. par la GLI. D'accord. Mais la GLI est aussi distribuée auprès des bailleurs diffus. Et là, le taux d'équipement des bailleurs diffus est assez faible. On dit généralement 5%. C'est normal parce que les bailleurs diffus trouvent
dans Visal une solution qui est aussi économiquement plus intéressante. Voilà. Le taux d'équipement chez les professionnels, c'est 40%, avec d'énormes disparités. Tous les professionnels ne sont pas à ce jour acquis aux bienfaits et aux qualités de la GLI. Trop de professionnels, encore aujourd'hui, privilégient la caution personnelle. Et là-dessus, je reprends ce que vient de dire Jérôme Drumin. La caution personnelle est une très mauvaise solution de sécurisation, Les Visal et la GLI sont des systèmes complémentaires, hein, puisqu'ils s'adressent à des populations différentes. Hein. Beaucoup de gens, de candidats locataires qui sont éligibles à Visal n'étaient pas éligibles à la GLI, mais ces deux dispositifs, l'ennemi de ces deux dispositifs, c'est la caution personnelle. Et il faut, pour que ces deux dispositifs progressent, il faut que, en tout cas les bailleurs, les professionnels de l'immobilier comprennent bien que la caution personnelle n'est pas une bonne solution. Alors, tu es allé plus loin que Jérôme, mais enfin, on sentait qu'il n'était pas favorable à une confiance totale dans la caution personne physique. Dis-nous pourquoi. Quel est le défaut? Parce que c'est vrai qu'en première approche, c'est gratuit, ça c'est une vertu. C'est facile, je vais aller chercher un proche, un parent, un ami, et tout va bien se passer. Pourquoi aujourd'hui, on peut dire, aujourd'hui en 2024, c'était sûrement différent il y a 20 ans ou 40 ans, que ce dispositif ne sécurise pas le propriétaire investisseur? D'abord, parce que lorsqu'on examine la situation d'une caution personnelle, on prend les mêmes critères que ceux que l'on sélectionne et qu'on exige pour un locataire. Oui. C'est-à-dire que à une époque, on exigeait que le locataire ait des revenus 3 fois supérieurs au montant du loyer. Oui, ou et 4 fois. C'était les mêmes critères qu'on exigeait d'une caution. Or, une caution, elle peut avoir des revenus 3 fois supérieurs au montant du loyer, mais on n'allait pas regarder quelles étaient ses dépenses. Et finalement, en fait, même si la caution avait des revenus 3 fois supérieurs au montant du loyer, elle pouvait avoir un reste à vivre qui était inférieur. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que la vérification de la solvabilité de la caution était aléatoire. Ensuite, longtemps, il y a eu dans l'engagement de caution des difficultés parce qu'il y avait cette fameuse mention manuscrite et qu'il fallait écrire et qui rendait inefficace la caution personnelle. 15 lignes. Et puis aujourd'hui... Inefficace, pourquoi? Parce que le moindre défaut... Le moindre défaut, la caution était... Voilà. Et puis, la caution personnelle, elle peut avoir des difficultés. Je veux dire, les aléas de la vie, ils frappent aussi bien les locataires que les cautions. L'individu qui se porte caution aujourd'hui, il a les moyens d'être caution. Les aura-t-il dans 2 ans ou dans 3 ans? Donc, c'est une situation qui est insécure, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de sécurité, d'autant que si une caution est mise en cause, et si elle ne peut pas assumer son règlement, elle peut aussi demander des aménagements, etc., etc. Donc, la caution personnelle n'est pas une bonne solution, au regard des dispositifs assurantiels, que ce soit Visal ou que ce soit la GLI. On rappellera aussi d'ailleurs qu'il peut y avoir des évolutions dans la situation de la caution, qu'il n'y a pas de fichier positif des cautions, c'est-à-dire que on ne peut pas vérifier qu'une caution ne donne pas sa sécurisation à 3 ou 4 locataires simultanément. On ne peut pas le vérifier. On a un problème technique avec Jean-Paul que nous ne pouvons pas faire réagir. Allez, je vais retourner vers Karine pour qu'il n'y ait pas de silence. Karine, un sujet, c'est le lien entre les banques, le regard des prêteurs sur les candidatures d'investisseurs et puis la sécurisation des loyers. Tout à l'heure, on a pris la question de la prise en compte. Ça, c'est différent.
Et sur la durée de l'investissement, 6 ans, 10 ans, 20 ans, un investisseur qui rencontre des problèmes de paiement de loyer, ne serait-ce que de retard de paiement de loyer, il est mis en difficulté par rapport à sa banque. Pourquoi? Je pose cette question depuis très longtemps, je te la pose. Pourquoi les banquiers n'exigent-ils pas, ou allez, ils ne peuvent peut-être pas exiger, mais ne conseillent-ils pas la sécurisation contre les impayés de loyer? Comme disait Jean-Paul tout à l'heure, il n'y a pas de visibilité sur le long terme. Déjà, ils peuvent prendre une assurance pour faire plaisir à la banque si c'était mis en place Oui, et puis la supprimer oui, par la suite. Donc, il n'y a exact. pas vraiment de vue à long terme. Les investisseurs, on arrive à faire des prêts sur 10, 15, 20 et 25 ans dans certains cas. Je ne parle pas des SCI, je parle vraiment d'un nom propre investisseur. Mais on peut faire aussi sur 25 ans. Il n'y a pas de visibilité, puis c'est pas imposé parce qu'ils te font un calcul, si tu veux, aujourd'hui, en cumulé, tu es censé pouvoir assumer. Effectivement, si tu as le loyer, effectivement, c'est une question qui soulève pas, mais on pourrait rajouter ça au millefeuille du parcours du financement, éventuellement. Je sais pas si ce serait une bonne idée, mais Ben, sans aller jusque-là, non, pour je autant, parlais de rendre obligatoire, mais le conseil, il y a une obligation de conseil du prêteur. Ça pourrait être par contre, l'obligation de conseil, enfin, l'obligation, c'est quand même l'assurance qui n'est pas obligatoire réglementairement, mais que la banque t'impose pour prêter, que ce soit pour investir ou pour une résidence principale. Euh, L'assurance, décès, invalidité. Non, ça pourrait, mais ça ne l'est pas. d'accord. Non, mais Absolument pas. Non, parce qu'il y a certaines banques on a vu au bout de 6, 7 mois après le déblocage des fonds, certaines banques demandaient aux acquéreurs de leur envoyer une copie du bail, une copie de tout. Bon, les acquéreurs refusent naturellement, ça s'est arrêté rapidement puisque c'était pas contractuellement demandé oui, oui, initialement. On a certaines banques qui l'ont fait. Il n'y a aucun moyen de visibilité, il y a pas de vue à long terme sur ça. d'accord, d'accord, très clair. Jean-Paul, est-ce que, de nouveau, on peut avoir affaire à toi? Ça fonctionne. Bon, alors c'est lui qui rencontre un problème, je pense, parce que on me dit que pour le reste, le système fonctionne bien. Une question à Jérôme. Euh, Aujourd'hui, cette articulation dont parlait Jean-Paul entre deux segments, on va dire, deux grands segments de candidature de locataires, ceux qui sont dans les critères visa, le moins de 30 ans, travailleurs en mobilité, etc., et puis les autres. Qu'est-ce que tu dirais de cette articulation? Tu disais il n'y a pas de concurrence entre les deux systèmes. Est-ce qu'on assiste effectivement chez les professionnels qui utilisent Visal à la mise en place de cette complémentarité? C'est-à-dire, j'ai en clair deux produits dans les rayons et je prends l'un, je conseille l'un ou je conseille l'autre. Alors, peut-être juste la caution personne physique, je voudrais juste rajouter deux choses. Je vais revenir sur mon histoire d'impact sociétal. La caution personne physique est discriminatoire et inégalitaire. C'est-à-dire, tout le monde ne veut pas avoir une caution personne physique et elle est discriminatoire. Or, dans un marché qui se réduit de plus en plus, comment pousser en fait des systèmes discriminatoires et inégalitaires pose problème sur le plan sociétal. Après sur ta question, ben oui, aujourd'hui en fait les administrateurs de biens ils utilisent tous les dispositifs à leur main. Donc en fait ils vont en fonction de leur zone géographique dans laquelle ils se situent, en fonction des exigences imposées par le propriétaire, et ben ils vont à la fois mobiliser de la GALI, mobiliser du Visal, mobiliser la caution de personnes physiques, et donc effectivement on voit bien que c'est pas monoproduit. En fait, ils utilisent les dispositifs en fonction des gens qu'ils vont avoir et surtout en fonction de la tension ou la non-tension en fait des marchés sur lesquels ils agissent. Bon. Alors, Jean-Paul est revenu et je lui pose une question qui est vraiment pour lui, que je ne pouvais pas poser à Jean-Paul, à Jérôme, pardonnez-moi. La question, tu as eu une coupure d'Internet, c'est ça le diagnostic? Tu es avec nous, Jean-Paul? Je crois que ce n'est pas mieux. On m'a annoncé que le mal était guéri, mais ça y est, Jean-Paul? Tu nous entends? Je crains que non. En tout cas, nous, on ne t'entend pas. Ça y est?
C'est bon? Ah, c'est mieux. Jean-Paul, une question sur les exclusions des produits de garantie privés, donc complémentaires, on vient de le dire avec Jérôme, Ah oui, de Visal. oui, théoriquement, oui. Alors, les propriétaires, aujourd'hui, ne se ruent pas, on l'a dit, sur ces garanties privées. Les administrateurs de biens ne sont pas Moi, tous acquis à ces produits-là. Est-ce qu'il y a des raisons liées aux produits? Et je pense notamment aux exclusions. Est-ce que ces produits sont trop durs dans la sélection? Alors, je vais être clair, si je suis aujourd'hui en contrat à durée déterminée, un diplômé d'enseignement supérieur sur deux n'a pas de CDI, un CDD. Si je suis intérimaire, si je suis profession libérale, tout ça, est-ce qu'on me prend alors que j'ai pas droit à Visal et donc je me tourne vers un bailleur qui va s'être garanti par une garantie loyer impayé. Est-ce que je vais être éligible ou est-ce qu'on me rejette? Alors, ce qui est certain, c'est que les critères des compagnies d'assurance ont beaucoup évolué, énormément. S'il est vrai que pendant longtemps, le critère était 33% plus CDI, cette époque est définitivement résolue. Toutes D'accord. les compagnies d'assurance. Alors, cette époque est définitivement résolue pour une raison bien simple. C'est que, à l'époque, on pouvait exiger, pour l'accès à la garantie, 33% de taux d'effort et un CDI, sachant que ceux qui n'avaient pas ces critères pouvaient avoir recours à une caution personnelle. Mais, évidemment, la législation a évolué puisque la loi Moll interdit d'avoir recours à une caution dès lors qu'une GLI a été souscrite. D'accord? Donc, les assureurs, prenant conscience de la difficulté, de l'impossibilité d'avoir une caution pour ceux qui ne rentraient pas dans les critères habituels, ont fait évoluer leurs critères. Ils ont fait évoluer leurs critères, conscients aussi que plus de 80% des gens qui rentrent sur le marché du travail rentrent avec un CDD. Donc, il était vital pour eux de faire évoluer les critères. Et l'évolution des critères, ça a d'abord commencé par une évolution du taux d'effort. De 33, on est passé à 35, 37, etc. Et ensuite, l'évolution des paradigmes, les assureurs ont complètement changé de philosophie. Et les assureurs, pour valoriser leurs produits, et c'est là que se trouve le changement important dans la distribution, les assureurs et les courtiers qui les représentent, ont créé des modules de certification. Alors, raconte-nous ce que sont ces modules de certification, parce que Ces modules de certification, ce sont des outils mis à la disposition par les assureurs qui permettent de vérifier l'éligibilité du candidat locataire. Et aujourd'hui, et c'est un argument exceptionnellement important, ces modules de certification sont aussi des modules d'authentification des documents présentés par les candidats locataires. Parce que un des points noirs de la sécurisation, c'est qu'aujourd'hui, un très grand nombre de candidats locataires présentent des dossiers falsifiés. Sur Paris, on a des chiffres de l'ordre de 20% des dossiers qui sont falsifiés et en province, 10%. Et ces modules de certification mis en place par les assureurs sont des modules qui examinent la situation du locataire. Il peut avoir un CDD, mais c'est pas si grave. Ça dépend de la durée du CDD. Et non seulement le module certifie que le locataire est éligible et qu'il n'y aura pas de problème au moment d'un éventuel impayé, mais les documents que le candidat locataire a produits sont vérifiés et authentifiés. C'est-à-dire qu'il y a, pour le professionnel de l'immobilier, une double sécurité. Et ce sont ces modules de certification et cette authentification qui ont fait passer le taux d'équipement qui était longtemps à 25% à 40%. D'accord. Aujourd'hui, la sécurisation, elle est
absolue, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de doute à partir du moment où le candidat a été éligible et recruté par la compagnie, admis par la compagnie, lors du sinistre, il n'y aura pas de problème. D'accord? D'accord. Des modules de certification, et je pense d'ailleurs que la garantie de loyer impayé, les paradigmes, l'examen de la situation des locataires va s'affiner dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. On va aller vers une personnalisation encore plus forte, hein. C'est-à-dire D'accord. chaque candidat, le profil de chaque candidat sera examiné avec des évolutions de paradigme, hein. Un CDD dans une profession médicale, ça n'est pas un CDD dans le milieu artistique. Tout ça va être pris en compte, tout ça va être analysé, et la certification et l'authentification des documents vont apporter beaucoup de plus-value à la garantie de loyer impayé. Deux, trois choses sur le dernier point. On ne fera de publicité à personne, Non, mais j'ai en tête au moins une initiative ou deux de courtiers qui ont aussi inventé des logiciels pour affiner justement cette appréciation, hein, voilà, pour c'est risque local, exactement hein. ça. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les logiciels euh, examinent précisément la situation, individualisent la situation et permettent d'intégrer dans la garantie de loyer impayé des candidats qui n'ont pas les critères qui étaient anciennement reconnus. Sans compter que pour comprendre pourquoi la garantie de loyer impayé peut aussi satisfaire beaucoup de professionnels de l'immobilier, c'est que un candidat, les critères exigés, c'est pour les locataires entrants, ce qu'on appelle les locataires entrants, mais que l'on peut aussi devenir éligible à la garantie de loyer impayé après 6 mois de paiement régulier et ponctuel. Donc, il y a plusieurs voies d'entrée dans la garantie de loyer impayé. Une question, tout à l'heure, tu n'étais plus avec nous pendant quelques minutes. Je me suis tourné vers Karine Papeau, spécialiste de financement, pour lui demander pourquoi les banques n'avaient pas une forme d'exigence ou de conseil à se couvrir contre les impayés de loyer pour les investisseurs. Elle a répondu très clairement. Est-ce que tu penses, elle a répondu clairement que non, ça ne se faisait pas et que ça lui paraissait pas nécessaire, et que c'était pas une garantie parce qu'on pourrait souscrire à l'entrée du prêt et puis ensuite se délier de la garantie loyer impayé. Est-ce que tu penses qu'il faudrait rendre obligatoire une couverture contre les impayés de loyer, comme il est obligatoire quand on est un conducteur d'assurer son véhicule? Alors, rendre une garantie de loyer impayé obligatoire, en tout cas chez les professionnels de l'immobilier, c'est une idée séduisante pour les assureurs parce qu'en élargissant la mutualisation, on irait vers des taux de primes beaucoup plus bas qu'actuellement. C'est tout à fait probable. Néanmoins, l'obligation d'assurance, ce sont des souvenirs relativement récents. Dès lors que l'on parle d'obligation, on a une attitude des professionnels qui est de sauvegarder leur indépendance et leur liberté. Et donc, même si l'obligation d'assurance peut présenter un intérêt pour les assureurs, je crois que c'est très difficile de la rendre obligatoire, en tout cas la rendre obligatoire chez les professionnels de l'immobilier. Après, chez les bailleurs privés, la rendre obligatoire, ça me paraît très très difficile. Je crois qu'aujourd'hui, le problème de l'obligation peut être poussé et repoussé dans la mesure où entre les solutions proposées par les assureurs traditionnels. Et même, il existe des dispositifs de GLI inversés, c'est-à-dire des formules dans lesquelles ce sont les locataires qui achètent leur garantie. L'ensemble de ces couvertures, à mon avis, est largement suffisant pour apporter de la sécurité dans l'investissement locatif. Obligatoire, c'est un autre chemin. Parfait. Ce qui serait en tout cas une étape vers l'obligation, si tant est que l'obligation puisse aboutir un jour, c'est une obligation de présentation. Les administrateurs de biens. Alors, on en revient
à la réflexion qui avait été ouverte par Michael Nogal, député, Oui. hein, avec l'idée que les administrateurs de biens soient obligés de présenter, en tout cas, sur les rayons, un produit. Et oui, c'est ça D'accord. le Parfait. sujet. Il y a une méconnaissance, il y a une méconnaissance de certains produits. Visal, moi, je le vois à travers des formations que je dispense. Visal est quand même relativement mal connu des professionnels de l'immobilier, hein, même si le taux il s'approprie de plus en plus le dispositif, mais il y a encore des gens qui ne maîtrisent mal les avantages de Visal. Tout comme il y a des administrateurs de biens qui ne maîtrisent mal les avantages de la GLI, qui reste le moyen de sécurisation le plus fort, y compris avec dans certaines compagnies aujourd'hui ont même inventé des garanties qui prennent en charge les conséquences des squats après location. Donc, il y a un panel de garanties qui est relativement important. Parfait. Benjamin veut poser une question et ensuite, pour ne pas oublier, je le dis, je voudrais qu'on parle, c'est une question qui m'est posée de tontine avec Karine, qui sait ce qu'est l'ingénierie patrimoniale. Benjamin. L'obligation d'assurance GLI, Henri, tu sais que j'en suis un fervent voilà, défenseur. Mais est-ce qu'on ne parle pas aussi, Henri, des dépôts de garantie? Ça me rappelle, vous avez parlé de Michael Nogal. Oui. D'un coup, venaient à mon esprit les dépôts de garantie. Mais même si c'est pas notre sujet du jour, ça rendrait voilà, plus fluide l'investissement locatif et moins douloureux pour certains locataires et certains bailleurs. Alors, on rappellera effectivement que dans le rapport qu'avait fait Michael Nogal, et ensuite il a fait une proposition de loi avec des solutions, il y avait le constat que les restitutions de dépôts de garantie ne se faisaient pas bien, que ça durcissait les relations entre bailleurs et locataires, et il proposait que ces dépôts de garantie, même lorsque il n'y a pas de professionnel entre les deux parties, soient déposés auprès d'un tiers de confiance qui aurait pu être effectivement l'administrateur de biens. Voilà, je résume en quelques phrases pour ceux qui n'étaient pas nés à la précédente législature. Tout à fait, c'est aussi un sujet. Karine, une question qui est posée, on me dit, mais pour favoriser l'investissement locatif, c'est le sujet du jour dans l'ancien, pourquoi ne pas exhumer la tontine? Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Et ça m'évoque quelque chose. Alors, c'est toujours pareil, il y a toujours la vision terrain que moi j'ai et puis la vision extérieure, la communication sur les réseaux et les journaux. Déjà, quand vous arrivez avec une SCI pour investir et que c'est pas monsieur, madame, on s'arrête à deux frères et quand ça sort et que ce sont deux amis, deux beaux-frères à la limite ou deux belles-sœurs, hein, je peux dire comme ça. Déjà, ils ouvrent les yeux grands en disant ah non, pas des SCI, oh, non, tout le monde sait faire, mais il y a une complexité. La tontine, on peut. Après, il y a des organismes spécifiques pour ça. Et pourquoi on les ressortirait pas? On pourrait, mais peut-être que ça pourrait être apparenté à la question aussi du prêt in fine. On en a parlé rapidement Oui. avant notre table ronde. C'est un peu dans le même état d'esprit. Aujourd'hui, le prêt in fine n'est pas en train de revenir, par exemple. Alors, je sors de la tontine, mais je vais y revenir, mais ça sera apparenté à ça. On fait de l'in fine, mais c'est du 1 pour 1. Vous avez besoin de 100 000 euros, on vous demande 100 000 euros en nanti, placé. Alors bon, c'est valable, le prêt in fine, pour des gens qui ont du patrimoine. La tontine, j'ai pas vraiment la réponse à cette question, mais pourquoi pas? Mais il faudrait que ce soit nanti, quoi qu'il arrive. Mais on a le même principe sur un système d'assurance vie placé nanti qu'on pourrait alimenter mensuellement ou trimestriellement quand on vous prête 100 000 en face et on alimente, mais de façon nanti. Je pense pas pareil. On n'entend pas parler de cette nouvelle ingénierie en tout cas. Pour le dire différemment, on parle aujourd'hui de relancer, donc on parle de massifier, hein, on dit aussi ça aujourd'hui, c'est pas un joli mot, c'est de faire en sorte qu'il y ait un très grand nombre de ménages qui achètent des logements anciens pour louer. Là, on est sur des dispositifs qui ne fonctionneraient qu'à la marge, avec des personnes plus fortunées, avec du patrimoine, tu le disais, c'est-à-dire que le gros du bataillon ne viendra pas de ces solutions-là, qui même peuvent même impressionner les banques qui ne sont pas familières avec ça.
Non, voilà. Tout ce qui n'est pas familier, déjà, vous avez un petit peu de crypto-monnaie, c'est compliqué. Voilà, tout ce qui sort un petit peu des cases classiques. Financer des SCPI, par exemple. On est Oui, sur de l'investissement. On est oui. sur de l'investissement, pourquoi pas, hein, investisseur privé. Ben, la banque va financer les SCPI qu'elle propose. Qu'elle propose elle-même. Voilà. Elle propose elle-même. Alors, bien sûr, on peut financer avec d'autres organismes, puisqu'on est spécialiste dans ce cas de figure aussi, mais vous voyez où on en est. Enfin, pour le moment, je trouve qu'on est très en retard et que, elles sont pleines d'idées. Sans les banques et sans innovation et sans lâcher prise, le HCSF a su le faire, encore une fois, pour le taux d'usure, pour réviser le taux d'usure mensuellement, le trimestriellement. Il saurait le faire là pour relancer, ne serait-ce que ce fameux calcul de taux en différentiel. Ne serait-ce que ça, on va réappeler tous les fonds propres des investisseurs qui ne demandent que ça, de rénover le parc et nos obligations suite à la loi climat résilience. Enfin, tout est lié finalement. Tout est lié. Les gens ne partent plus de leur location, ils restent parce qu'ils savent pas comment faire, donc ils achètent plus la résidence principale, donc ils libèrent plus le marché. Enfin, tout est lié. Une observation à la suite de ce que disait Benjamin tout à l'heure sur la question des dépôts de garantie. C'est un participant qui a vécu en Belgique et qui nous explique qu'en Belgique, il déposait son dépôt de garantie sur un compte en banque spécifique qui ne pouvait être débloqué que par le propriétaire bailleur à l'issue du bail, si tout allait bien. Voilà, donc c'est exactement ce mécanisme qui avait été inspiré par l'initiative parlementaire que j'évoquais tout à l'heure. Une question encore que je me posais, il faut encore que je la retrouve. Oui, le sujet du coût, je reviens vers Jean-Paul Boudignon. Les primes aujourd'hui, qui sont celles des garanties loyers impayés, tu peux nous donner un taux de marché dans lequel tout le monde se retrouvera un petit peu. Tu disais le prix pourrait baisser s'il y avait une généralisation Oui. qu'on évoquait tout à l'heure. On tourne autour de quel taux hors taxe ou TTC, soit clair en tout cas sur le sujet. Bon, les taux de garantie de loyer impayé, ça se situe entre 1,80% du loyer et 3%. La moyenne des cotisations payées, combien coûte la GELI pour un bailleur? La moyenne, c'est 250 € par an. D'accord. Et il faut avoir en tête que les sommes payées au titre de la garantie de loyer impayé sont intégralement déductibles des revenus fonciers. Donc, pour un bailleur, la GELI, ça coûte à peu près 250 €. D'accord. Quand on sait que le loyer moyen en France est aux alentours de 700, on voit très bien que 250 €, ça représente à peine 50%, ça représente pas 50% d'un loyer mensuel. Et ces 250 € de dépenses entièrement déductibles des revenus fonciers peuvent mettre le bailleur à l'abri d'un sinistre d'impayé de loyer. Et là, on sait que un impayé de loyer, c'est minimum 8 000 €. D'accord? Donc, il faut mettre cette dépense de 250 € En regard face du au risque. regard du potentiel sinistre. Voilà. Mais les taux varient entre 1,80 et 3%. Une question qui est posée par quelqu'un qui nous suit. L'authentification des documents que tu évoquais tout à l'heure, hein, Oui. d'autant plus précieuse qu'il y a de plus en plus de fraude, mais parce que les temps sont durs. Hein. Je ne suis pas en train d'excuser la fraude, mais enfin, on en comprend l'origine, à un coût non négligeable. Alors tout à l'heure, tu parlais du cadre de la GLI. Dans le cadre de la GLI, ça ne coûte rien, c'est-à-dire c'est le... Alors, ça ne coûte rien. Voilà. Hein, mais, ça ne coûte rien. C'est un service que les assureurs ou les courtiers mettent à la disposition de leurs clients. C'est ça. Voilà. Autrement, ce dispositif, il existe effectivement en dehors de la GLI, et là, il a un coût. L'authentification. Voilà. Mais dans le cadre de la GLI, c'est ce qui a reboosté la relance de la GLI, c'est le fait qu'il y a aujourd'hui authentification des documents présentés et certification, voilà. Parce que celui qui n'a pas de GLI, l'administrateur de biens qui n'a pas de GLI, il doit
avoir en tête que 20% des dossiers qui vont lui être présentés sont des dossiers falsifiés. Alors, ça ne signifie pas, être falsifié, ça ne signifie pas que c'est un mauvais locataire, quoique, s'il y a un sinistre, eh bien, les difficultés vont commencer. Bien Et sûr. il vaut mieux avoir des documents authentifiés pour se faire une idée du profit du locataire que d'avoir des documents falsifiés. Et c'est l'AGLI permet d'éviter ça. Le visa de Visal, c'est l'ancêtre de la certification, puisque celui qui est détenteur d'un visa et qui le donne à un administrateur de biens, pour le bailleur, c'est la certitude que sur la durée qui est prévue par le visa, le paiement sera assuré. Voilà. Parfait. Tiens, une question, et on se quitte ensuite. Je donne la parole à Benjamin pour le mot de la fin. Jérôme, la durée de protection par le passeport Visal, justement, tu l'as peut-être dit tout à l'heure, mais… On garantit 36 mois sur la durée d'occupation du bail. Donc, si la personne reste 10 ans, on garantira 36 mois. D'accord. Et une question que je ne pose pas à Jean-Paul, je vais le dire pour gagner du temps, sont couverts les impayés et aussi les dégradations, les déprédations locatives. C'est vrai de Visal aussi? Oui, également. On garantit 2 mois en plus du dépôt de garantie. D'accord, parfait. Et depuis juin, on a aussi adapté le dispositif pour les saisonniers parce que c'est un problème important pour les partenaires sociaux d'Action Logement. En fait, comment faciliter l'accès au logement des saisonniers. Et donc, j'invite tout le monde à aller sur le site visal.fr pour comprendre en fait les adaptations qu'on a fait, puisqu'on a fait certaines adaptations pour les saisonniers, dont la prise en charge de déclaration de meubles. D'accord. Et ce qui veut dire d'ailleurs que c'est encore une façon d'élargir la cible. Ces saisonniers. Alors oui, mais c'est une cible bien particulière de salariés. Enfin, je redis, on est toujours dans cette logique-là d'aller chercher en fait des cibles en fait qui ont des problèmes spécifiques d'accès au logement et qui ne sont pas garantis par le marché. Parfait. Et c'est une façon d'améliorer le lien emploi-logement qui est douloureux aujourd'hui. Moi, je voudrais vous remercier tous les trois. Annie Lemeur, je l'ai remercié tout à l'heure, elle nous a quittés. Je remercie Karine Papeau, représentant la centrale de financement. Elle en est la directrice de développement. Jérôme Brunat, face à moi, le patron de l'APAGL, c'est-à-dire de Visal, gestion de Visal. Et Jean-Paul Boudignon, le meilleur spécialiste vivant de la garantie de loyer impayé. C'est une expression qui m'est familière, mais c'est quand même vrai. Benjamin, à toi, tu nous rappelleras aussi la date de notre prochain rendez-vous. Et merci Henri. Ben, écoutez, moi, je voudrais remercier évidemment tous les intervenants. Je crois que cette réunion aura permis, cette conférence aura permis d'éclairer un certain nombre d'investisseurs particuliers, mais aussi de professionnels. Un grand merci à Madame la députée aussi parce qu'elle a été transparente, quoi. Elle a été claire dans ses explications. On peut pas dire qu'on sait pas où on va. Et ça, c'est plutôt agréable parce que c'est assez rare. Je retiendrai qu'il faut rendre obligatoire la GLI. Enfin, c'est ce que j'ai compris, hein. Que ce soit Visal ou autre. Dans tous les cas, ça rendrait service à un grand nombre d'investisseurs particuliers. Et enfin, moi, j'ai quand même une interrogation sur laquelle je resterai. Je trouve qu'on n'a pas de banque historique en France. Et on se repose pas assez là-dessus pour faire plus confiance aux personnes qui investissent plus que les autres. Et donc, si on n'a pas de relation particulière avec son banquier, c'est vrai qu'on arrive très vite à saturation. Et d'autres pays ont fait leurs preuves sur ce sujet. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne soirée. La prochaine conférence aura lieu le 19 novembre et on vous attend encore nombreux. Merci. Merci beaucoup et l'apéritif chacun soit. Bye bye. Bonne soirée. Au revoir.